Le 29 juillet, Laurent, on commence par ça? Oui. Le 29 juillet, c'était effectivement sous cette nef éblouissante du Grand Palais. Elle est devenue la première championne olympique du sabre français, Madame Manon Apiti-Brunet. Quant à lui, alors je ne vais pas citer les dates parce qu'il y en a 4. Il remporte 4 médailles aux Jeux paralympiques. Le nageur Alex Portal, médaille d'argent sur 100 mètres papillon, bronze sur 100 mètres d'eau, argent sur 400 mètres nage libre et argent sur 200 mètres 4 nages. Alex Portal. Et le 31 août, Alex Portal s'est installé sur la 2e marche du podium parce que sur la 3e, il y avait son frère Kylian Portal qui a 18 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Kylian! Ses premiers Jeux paralympiques et déjà une médaille de bronze. Là, où tu veux. Et puis, lui aussi a marqué les Jeux paralympiques. C'était aussi ses premiers Jeux. Champion paralympique de para-triathlon, Jules Ripstein. Formidable équipe de para-triathlon avec Alexis Anquincan et avec Jules, bien évidemment. Et c'était le même jour que toi, Manon, le 29 juillet, sous les yeux de son patron, Tony Estanguès, commenté sur les antennes de Radio France par l'autre champion olympique de la discipline. Évidemment, je parle de canoë. Il est devenu champion olympique, Nicolas Gestin. Ça en fait des médailles, Nathalie, parce qu'ils ne sont pas venus avec toutes leurs médailles, hein, certains qui en ont plus d'une. Vous les avez mises où, les autres? Ben moi, je les ai toutes. Hein. Mais c'est pas mal. Bon anniversaire encore. Ouais. C'est génial de venir fêter tes 18 ans ici, à la maison de la radio. On est très fiers, d'autant que cet après-midi, ta maman sera sur une des tables rondes. L'an dernier, nous avions fait parler les pères de champions. Cette année, place aux mères de champions. Ça sera ici même à 14h15 si vous voulez être là. La mère d'Alex et de Kylian sera évidemment présente. Alex, ça y est, ton petit frère est majeur. Hein. Bon ouais, enfin, il fallait bien un jour. Non. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Alors on me dit, ah ben oui, Andy, mais évidemment, bah Andy t'es où? Bah alors Andy bah attends, en plus il est champion olympique évidemment, mais de rugby à 7. Andy ah bah c'est l'invité. Oui, ça c'est le direct. Hein. On te dit toujours, t'es capable de danser. Je lui demandais s'il était capable de danser tout seul. Bah évidemment, il n'y a pas Antoine Dupont, il n'y a pas ses copains du 7, ils dansent pas. Bah voilà, c'est dommage. Mais merci Andy d'être là parce que. Andy, c'est la première. C'est celle qui a aussi déclenché cet élan collectif populaire. Est-ce que franchement, et on va commencer par toi puisque on a failli t'oublier. Est-ce que franchement, quand tu es au Stade de France, ce samedi 27 juillet, le lendemain d'une cérémonie que vous avez regardée ensemble à la télé, tu t'es dit, demain, ma vie va changer? Franchement, pas du tout. Non, mais sérieusement, je pensais pas marquer autant l'histoire par une belle victoire aux Jeux Olympiques. Ouais. Je savais qu'on allait marquer l'histoire... de ton sport, déjà, c'est beaucoup. De mon sport. Ouais. Je savais pas qu'on allait remporter ce magnifique tournoi et que j'allais porter cette médaille d'or aujourd'hui devant vous. Ouais. Non, franchement, c'est... C'est un peu d'ailleurs la même question qu'on va vous poser à vous tous. C'est est-ce que ça... On dit que ça change une vie d'être médaillé olympique, qui plus est quand on est champion olympique. Alors Manon, est-ce que ça a changé ta vie? J'avoue qu'en ce moment, ma vie est un petit peu différente. On m'a dit profite parce que ça va pas durer longtemps. Donc je profite, je fais plein de choses qui sont différentes. J'ai même pris un peu trop de temps pour retourner à l'entraînement, contrairement, je crois, à mes coéquipiers qui sont à côté. Mais voilà, ça change. Changer la vie, c'est comme un mot qui est un peu trop grand. Je pense qu'on reste tous les mêmes au final. On est juste heureux, un peu plus heureux qu'avant, je pense. Jules, ça change la vie d'être champion paralympique? Bah, c'est à peu près pareil que Manon. Hein. Là, en ce moment, c'est un peu agité.
Mais non, franchement, on est des sports plutôt pas trop connus, donc voilà, le paratriathlon encore moins. Donc moi, c'est pas un grand changement, c'est juste beaucoup de fierté. Et voilà, j'habite toujours au même endroit, j'ai toujours la même femme et les mêmes enfants. Ça, c'est pas mal quand même. Et la même voiture. Un petit conseil, ça évite des emmerdes de pas changer. Mais enfin bon, ça c'est mon avis. Nicolas, à part avoir foutu le feu à Quimperlé, quand tu es rentré avec ta médaille d'or, est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? C'est sûr que s'il y a bien un endroit où ça a changé ma vie, c'est à Quimperlé. Pour le coup, c'est un peu plus difficile de se trimballer dans la rue sans se faire remarquer tous les 100 mètres. Mais sinon, non, ça n'a pas changé grand-chose. Et non, j'ai toujours pas d'enfants, moi non plus, tu vois, c'est pas venu comme ça. Mais lui, il les avait avant, donc ça compte pas. Ouais, moi j'en avais pas avant, tu vois. Et non, ouais, c'est sûr que ça bouleverse un peu le quotidien d'un séiste. J'ai fait une Olympiade dans l'anonymat et on sent que pour construire la suite, il va falloir être malin, s'accompagner et s'entourer parce que c'est sûr que les sollicitations sont énormes. Alors ça, c'est très intéressant. Alex, tu as été un des visages aussi de ces Jeux paralympiques. Est-ce qu'il y a cette peur aussi de mal gérer ce qui s'est passé, ces 4 médailles, comme le rappelait Laurent? Est-ce que ton entourage, si toi tu n'as pas changé, est-ce que ton entourage a changé? Non, j'ai de la chance d'avoir un entourage qui a toujours été Kylian là. Guidici, il a changé l'entourage? Moi j'ai changé, non? Non, en vrai, on a la chance d'avoir un entourage qui a toujours été présent pour nous dans les victoires comme dans les défaites et qui sont très terre à terre et qui veulent juste que nous on pratique notre passion, peu importe les résultats. Donc non, de ce côté-là, on a eu beaucoup de chance. Et puis, comme disait Jules, ça reste le paralympique, mine de rien. Même si on a été beaucoup médiatisé, on a quand même cette facette-là où on est des sports visibles tous les 4 ans et en plus en para. Donc ça, on n'a pas attiré les foules comme un Kylian Mbappé ou des sports. Il n'est pas où venu il peut y cet avoir... été, lui. Donc, Oui, non, mais on n'a pas forcément. On était assez peinard au niveau des foules. On n'a pas cette vision négative-là du sport où parfois ça peut tomber dans des moments un peu bizarres. Nous, on n'a pas ça, donc on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir en profiter pleinement sans avoir tout ça derrière. Juste une parenthèse, Kylian, parce que raconte-nous quand même ce podium, parce que ça reste une des très grandes images des Jeux paralympiques, ce podium que tu as partagé avec ton frère. Ouais, c'était une expérience unique. Moi, je me rappelle il y a quelques années, je regardais du coup Alex nager à Tokyo sur ma télé à 3h du matin. Je pensais nager pour essayer de me qualifier aux Jeux de Paris. Et du coup, aujourd'hui, je reviens avec une médaille de bronze. C'est bien plus que ce que je pensais il y a quelques années. Et je suis trop fier de ce qu'on a fait tous les deux. Voilà, on a fait un super 400 tous les deux. Et pouvoir vivre ça, un podium entre frères à Paris, je pense, du coup, c'est même presque sûr que ça se revivra jamais. Donc, j'ai essayé de profiter un maximum. Voilà, on a bien profité de l'ambiance du public, surtout qu'on avait un public qui était vraiment juste derrière nous, avec le podium qui était au ras des supporters. Et pouvoir voir directement sa famille direct après le podium, c'était incroyable. Et j'ai essayé de m'en souvenir au max, mais j'ai quand même l'impression que je ne l'ai pas vécu. C'était trop d'émotions. Vous les avez revus, ces courses? Vous vous êtes refait des trucs avec des potes, etc. ou pas? Le 400, je l'ai regardé plusieurs fois, j'avoue, la vidéo de France TV où à la fin je touche 3e. La vidéo du 100 papes, par contre, je ne l'ai pas regardée. D'accord, mais c'est pas grave celle-là. Mais voilà, après, j'ai pas fait beaucoup d'événements, de fêtes, on va dire, pour fêter ça, parce que j'ai juste voulu profiter de ce qu'on avait fait avec ma famille et mes proches. Et après, il y a des événements comme ça aussi qui font plaisir à vivre. Et juste sur ce moment, sur ce fameux 31 août, on a tous senti que pour Alex, la médaille de bronze que tu étais en train de décrocher était presque plus importante que sa médaille d'argent. Est-ce que toi, tu te dis, j'aurais jamais fait bronze s'il n'avait pas été juste devant? Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Tu vois quel ingrat, Alex? Tu vois l'ingrat? C'est les petits frères, ça. Je vais tout donner et tout. Mais je pense que
trop gentil, mais je pense qu'il était plus trop prévu son podium, Alex, au 400. Donc moi, par contre, un peu moins. Donc voilà, je voulais aussi aller chercher une médaille pour pouvoir le faire tous les deux. Et ce qui est extraordinaire dans leur résultat, c'est qu'ils sont vraiment très très jeunes, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout l'avenir devant eux. Et vous imaginez à la fin de leur carrière le palmarès qu'ils devraient avoir normalement. Jules, je disais tout à l'heure, il y a un avant, un après Jeux paralympiques. Ce qui s'est passé était absolument fantastique. Grâce à vous, à vos performances, grâce à vos personnalités aussi. Est-ce que tu penses que... Parce que moi j'ai vraiment cette impression-là que le regard des gens, du grand public sur le handicap, sur les sports, les handisports, a vraiment changé, a basculé. Moi, par exemple, avant les Jeux paralympiques, il y avait des gens qui me disaient « Ah non, mais moi je les admire, je les respecte, mais j'ai un peu de mal à regarder certaines compétitions, etc. » Et ils se sont rendus compte que en fait c'était... Bah non, c'était pas ça du tout et qu'en fait il n'y avait aucun problème. Est-ce que toi tu l'as ressenti ? Oui, oui, c'est évident. En fait, tu as déjà tout dit hein, dans la question, mais c'est vrai que moi, je l'ai ressenti dès le village olympique, enfin paralympique, et puis pendant la course, on entendait du bruit. Après aussi, donc on a eu beaucoup de témoignages de gens en direct ou dans la presse ou quoi, et ça va quand même. Tous ces témoignages vont dans ce sens-là, et c'est sûr que la conscience publique, elle a changé, l'opinion, elle a changé vis-à-vis de ça. Et c'est tant mieux parce que ça vient souvent de là, les changements, ça vient souvent du peuple. Quand même formidable. On a des images hein, de Jules. Hein. Bah oui, là, regarde comme c'est beau. Du coup, moi, j'ai envie de demander à Manon, à Andy et à Nico, pendant ces Jeux paralympiques, voilà, votre moment, il était passé, vous étiez sur votre petit nuage. Comment vous avez vécu? Parce que c'était une seule équipe de France, c'était aussi ça l'ambition de Paris 2024, hein, les valides et les paras. Manon, cet été qui s'est prolongé jusqu'à début septembre avec eux, c'était aussi du bénéf? Du plus pour vous? C'était complètement du plus. On est une même équipe, comme tu l'as dit. Et j'étais ravie de voir que... En fait, je sais que quand on était aux Jeux, et avant les Jeux, on parlait beaucoup du fait que nous, on n'avait plus de place pour nos épreuves, mais il y avait beaucoup de place pour les Jeux paralympiques, et ça ne se remplissait pas forcément. Et en fait, l'effet des Jeux où les gens ne voulaient pas forcément être à Paris a un peu donné ce « Ah mince, on a manqué ça, donc il y a les Jeux paralympiques ». Et j'étais déjà très heureuse pour eux qu'ils aient enfin le public qu'ils méritent, parce que c'est des grands sportifs, eux aussi, évidemment. Et quand je vois tout ce qu'ils ont eux aussi apporté à la France, je me dis, c'est juste l'héritage qu'on a. On est une belle France, on est une belle grande équipe. Et voilà, j'étais très contente pour eux. Je les suivais, j'avoue, un peu de loin parce que j'étais en vacances, mais j'étais très heureuse de les retrouver pour la parade. Nicolas, là aussi, l'équipe de paracanoë, elle a cartonné dans ton sillage à toi. C'était un prolongement, ces Jeux paralympiques? Ouais, carrément, ça a fait plaisir à suivre de voir les médailles de Nélia et Rémi, forcément, qu'on côtoie au quotidien à l'entraînement sur notre base à Vers-sur-Marne. Donc ça fait toujours quelque chose. Et puis je pense qu'ils ont amené une sacrée énergie sur l'eau, donc c'est super positif. Ils emmènent dans leur sillage aussi plein de possibilités de pratiquer le canoë. Donc c'est vraiment chouette. Quand je vois Nélia qui a concouru sur l'eau calme, donc pour décrocher sa médaille paralympique, mais qui aussi va dans les eaux vives avec nous de temps en temps. Donc il n'y a pas de discipline paralympique en eau vive. Ouais. Mais voilà, elle en est capable et elle le fait. Elle a commencé par ça. Donc c'est sûr que dans leur sillage, ils emportent tout le monde et notamment aussi l'équipe olympique qui les a soutenus pendant ces Jeux. Alors on est 4 mois après ces Jeux olympiques et paralympiques. Qu'est-ce qu'on fait quand on est champion olympique ou paralympique en novembre de la même année donc, non, elle a dit qu'elle a profité. Elle a dit qu'elle a profité. Andy, qu'est-ce qu'on fait?
J'ai pas eu la même chance que Manon de reprendre la scène. Non, j'ai vite basculé avec mon club qui est le Stade Français. La saison a déjà reprise depuis quelques jours maintenant, quelques journées. Et non, c'est de viser d'autres objectifs. On va venir aux objectifs après, mais du coup là on a repris en fait une vie. Voilà, c'est une... Il y a un effet jeu sur le public par exemple qui vient voir le 7 maintenant. Non, c'est du 15. Moi, tu fais sur du 15 Est-ce que tu te dis, toi, maintenant, le 7, ça va être vraiment l'épreuve vers laquelle je vais tendre, ce que racontait aussi Antoine Dupont, par exemple, quand il a été sacré dimanche dernier à Monaco? C'est une discipline que tu vas pouvoir regarder un peu plus facilement maintenant. Ouais. Je pense que tout le monde a accroché avec le 7. C'est tout ce qu'il y a dans le rugby à 15, mais en plus rapide. C'est court, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, beaucoup plus rapide et quand beaucoup même, plus cardio du coup. Ouais. Non, c'est tout ce qu'il y a dans le 15 et il y a de la vitesse, il y a de l'espace. Je pense que tout le monde a accroché assez rapidement. Et est-ce que ça a suscité des vocations? Parce qu'on le voit avec le tennis de table, avec les frères Lebrun, il y a vraiment un boom. Ils refusent du monde, des les clubs, il n'y a plus de place. licenciés. Est-ce que vous le constatez dans le rugby à 7? Je pourrais poser la question aussi à Nicolas. Il y a plein d'enfants qui disent à leurs parents moi je ne veux pas faire du rugby à 15, je vais faire du 7 dès le plus jeune âge. Ça va hyper rapidement. Ouais. Franchement, ça a pris un engouement énorme. En canoë aussi, ça a boosté un peu? Je crois aussi qu'il y a des bons chiffres sur les licences cette année. C'est l'effet jeu aussi global, peut-être via nos performances, mais a priori, c'est des bons chiffres. Je sais que dans mon petit club de Quimperlé, où on n'est qu'une centaine à l'année, on a eu du monde à l'école de Pagaie. Toutes les écoles se sont inscrites aussi pour des cycles scolaires. C'est ce qui nous amène souvent des nouveaux licenciés. Donc c'est une chance. Maintenant, il faut que ça morde et que les BE créent les moniteurs de club créent des passionnés. Et voilà, on espère avoir à l'avenir des belles générations devant nous. L'effet jeu en escrime, il marche à quasiment toutes les Olympiades. Quand l'escrime française va bien, l'escrime française est allée pas trop mal cet été. Là aussi, on constate que vous êtes devenu une espèce de modèle aussi. Ça crée des vocations. Oui, ça crée énormément de vocations. On le voit, en fait, je sais que notre fédération limite attend à chaque fois les Jeux et espère qu'on fasse des médailles pour qu'on ait des nouveaux licenciés parce que malheureusement, on les perd au fur et à mesure des années. J'avais déjà senti cet effet-là juste à Rio. Quand j'avais fait 4e, beaucoup de clubs m'avaient remercié pour ce que j'avais transmis. Je me disais, j'ai même pas eu de médaille. Donc là, j'avoue qu'il y a plein de petits-enfants qui arrivent dans les clubs et qui disent, moi, même des petits garçons qui disent, moi, je veux être comme Manon. Donc j'avoue que un peu fier quand même. On veut être comme Alex. Est-ce qu'on veut être comme Kylian aussi à la piscine? Alors, je pense que Léon a un peu plus contribué que nous. Pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup. Ça s'est joué à rien. Non, en vrai, il y a 4 médailles d'or près. Ouais, ça va. Non, en vrai, on a déjà croisé des petits ou même des adultes qui se sont dit... on a repris la natation, on a commencé la natation, notamment une dame qui nous disait qu'elle, avec son handicap, elle osait pas aller à la piscine parce qu'elle voulait pas montrer son handicap. Et au final, elle s'est dit, avec les Jeux paralympiques, en nous regardant nager, elle s'est dit qu'elle y retournerait bien. Et du coup, elle a repris. Et ça nous fait toujours plaisir de voir des témoignages comme ça, de se dire, finalement, nous, on a la tête dans le guidon quand on est dans le truc, quand on est au jeu et quand on repart. Mais finalement, ça a eu un impact sur la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous tient tous à cœur en tant que sportifs. Jules, le triathlon, pour le coup, à la fois chez les Olis et chez les Paras, ça a été un triomphe. Là aussi, accompagné, on ne va pas se raconter d'histoire, par un décor extraordinaire. Cette fameuse scène. Je ne sais pas si tu y retournerais là. Si ? Moi non. Si, franchement, ça m'a pas causé de problème. Et puis moi, j'avais qu'une envie, c'était de nager. Et on nous a tellement bassinés avec ce truc qu'il fallait que je nage dans la Seine parce que sinon, ça aurait été une déception. Mais oui, évidemment, le triathlon, ça fait depuis la naissance du sport que ça progresse. Et là, en France, et là, il y a eu, explosion. vous avez été des ambassadeurs et des ambassadrices, parce qu'évidemment, on n'oublie pas Cassandre, qui a été championne olympique dès le début. Vous êtes des visages désormais qui vont entraîner la pratique. Ah, c'est sûr. Et en plus, là, la génération française, chez les valides et chez les paras, on a tout cassé, franchement. Il y a du niveau. C'était vraiment... Et puis, il y a du vivier derrière, ça n'arrête pas de pousser. Enfin, c'est pas prêt de s'arrêter en triathlon, le positif. Il y a un truc, je me disais, en voyant les frères Portal, c'est que donc Kylian...
tu as toujours d'abord supporté quand tu étais petit ton frère sur ses premières compétitions, etc. Là maintenant, tu es médaillé paralympique. Là, à partir de maintenant, vous allez devenir rivaux. C'est ça qui va changer. Et notamment à Los Angeles. Le petit a le grand sourire quand même. Ouais. Oui, on sent lui, ça le fait bien kiffer de. Hein, bah ouais, c'est sûr. Mais Alex aussi, je pense. Non, en vrai, d'abord, je me souhaite d'avoir une médaille d'or avant lui quand même. Après, oui, là, j'ai la chance pendant les quelques années précédentes d'avoir été meilleur que lui. Et maintenant, il a 18 ans, il va commencer à atteindre bientôt un âge de maturité. Donc, sur les 4 ans qui viennent, il y aura sûrement encore plus de compétitions. Après voilà, c'est toujours une compétition saine. On est trop content de pouvoir faire des entraînements ensemble, des stages ensemble, des compétitions ensemble, et il n'y aura jamais de rivalité malsaine et tout. Et on a chacun notre spé aussi, on n'a pas forcément le même physique. Moi je suis plutôt long et fin, lui il est petit et plus musclé que moi, quoi. Donc, je crois qu'il allait dire petit et gros. Oui, on n'est pas passé loin. Non, moins. Mais est-ce que tu rêves de le battre un jour, hein? Rêver, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que moi, aujourd'hui, je m'entraîne avec Alex et c'est toujours un objectif d'essayer d'aller le chercher dans ses temps, etc. Parce que il nage plus vite que moi, donc c'est que comme ça que je peux progresser. Et je pense que le jour où je battrai, je serai très content. Je scellerai peut-être pas sur la table comme les frères Lebrun, mais en tout cas, ça me ferait très plaisir. On sait pas. J'ai déjà battu à des 15 mètres et il était pas très content. Il célèbre aussi. Oui, il ça reste mon provoque petit frère, en fait. Faut que je le calme un petit peu, tu vois. Gagner un 15 mètres sur je sais pas combien en je sais pas combien d'années, j'ai célébré, j'avoue. Alors on va donner la parole au public si vous avez des questions, j'imagine, plein évidemment à nos champions paralympiques. Profitez-en. On a parlé de tout ce qui était super, on va quand même parler de la réalité, là quand même quelques mots. Certains d'entre vous sont très engagés dans le sport français. On est hop là, on vient de se prendre quand même une petite redescente d'organes, si je puis me permettre, entre un budget à la baisse, des athlètes qui ont du mal à trouver des sponsors pour les accompagner. Le post-olympique est un petit peu douloureux pour certains. Est-ce que, à titre personnel, Manon, d'abord, est-ce que tu le vis toi ou toi ça va? Ou est-ce que tu te dis que quand même, l'héritage, il est mal barré? Non, je pense qu'on se doutait que, franchement, il y a eu tellement d'entreprises et d'argent pour ces Jeux Olympiques, ça pouvait pas continuer aussi fort. Mais je sais qu'il y a beaucoup de champions olympiques qui se disaient, j'ai gagné, donc maintenant ma vie va changer, et notamment les sponsors, entre guillemets, tout le monde va nous appeler. Ça, non, pas du tout. Pas du tout. Et ce qui est dur, je pense, c'est que là, il y a beaucoup d'athlètes qui ont été soutenus. Et en fait, il y a beaucoup de partenaires. Même nous, on appelle déjà nos partenaires en leur disant, est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vos objectifs étaient juste pour Paris? Et même eux savent pas. Donc, ils veulent continuer parce que forcément, on crée des liens avec les entreprises et les athlètes créent des liens. Mais des fois, l'objectif, c'est l'objectif et c'est compliqué. Les championnats du monde, ça les intéresse moins, les partenaires? Un peu moins, il y a moins de médiatisation, alors que pour nous c'est aussi un énorme objectif, je pense pour eux aussi. Nicolas? Carrément, c'est sûr, je pense qu'on ressent un décalage entre la ferveur qu'on a créée autour de notre perf, tous ce jour J où toute la France finalement s'est identifiée à notre performance sportive, à cette médaille, et derrière les retombées sont un peu timides pour certains d'entre nous, et moi le premier, où pareil, j'essaye déjà de redéfinir un cap un peu avec les sponsors qui m'accompagnaient avant. Après, j'essaye aussi, moi, de définir mon projet perso. Je pense qu'au-delà c'est sûr, des médailles, des championnats du monde, ce qu'il faut, c'est, entre guillemets, des valeurs communes avec des entreprises. Donc voilà, moi, je suis en pleine... en train de redresser mon projet pour les Jeux de Los Angeles, mais aussi essayer de créer des projets annexes à côté de ça. Et ça me permet quand même de véhiculer, d'avancer, cheminer un peu pour trouver des nouvelles entreprises qui sont prêtes à m'accompagner. Mais non, c'est du travail. Et donc, c'est un travail à plein temps à côté de notre projet sportif. Andy, toi, tu es pro d'un côté. Du coup, c'est très différent, j'imagine, cet après pour des champions comme toi. C'est valable aussi pour, j'imagine, les handballeurs, les footballeurs, etc. Ouais, c'est très différent. Nous, on n'a pas besoin forcément de sponsors comme l'escrime pour participer pour pratiquer notre sport, le rugby. Du coup, c'est du plus ce sponsor, et oui, c'est vrai qu'en avoir un peu plus, ça aurait été génial aussi. Jules, il y a une...
petite déception ou juste, après tout, voilà, c'est le sport en France, c'est comme ça. Non, il fait une poussée de fièvre tous les 4 ans et puis il redescend. Quand on s'attend à quelque chose, on n'en est jamais déçu. Et donc, comme l'a dit Manon, on s'y attendait parce qu'on est un peu malin et on sait comment ça se passe. Mais voilà, c'est après, ça a été dit déjà, c'est du boulot et ça nous, enfin, évidemment, on aurait aimé vivre un peu plus fastement après les Mais au-delà d'ailleurs du personnel, de la reconnaissance de ce qu'est le sport dans notre pays et de ce que doivent être les sportifs dans notre pays. Bah après, c'est toujours une question d'argent. On verra. Pour l'instant, nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait des fonds qui soient mis dans le sport français. Et on vient de le dire, c'est pas le cas a priori. Donc, il va falloir composer et bricoler. Et de toute façon, c'était un peu notre quotidien. Enfin, moi, en tout cas, depuis 2017. Donc je sais faire et on verra, mais après, c'est sûr que c'est... Il y a le ministre qui est là à 14h, si jamais. Okay. Alors, allez, Nathalie, vous avez des questions ? Ouais, les questions, il y a des micros qui se baladent dans la salle. Alors, donc, qui a des questions ? Allez, parce que je suis plus près. Voilà. Présentez-vous. C'est qui ? Mettez-vous debout, dites-nous qui pas de souci. Voilà. Et à qui vous voulez poser la question ? Lucas Château, je suis étudiant en journalisme à l'Institut européen du journalisme. Déjà, avant de poser une question, merci à tous pour les émotions cet été. J'avais une question pour Nicolas. Comment tu gères dans ces sports particuliers à manche où tu dois performer plusieurs fois en peu de temps, comme ça a été le cas sur ta journée de demi et de finale, comment tu gères le fait d'être dans cette journée où finalement tu es quasiment intouchable, on dirait, tu mets une avance assez phénoménale à tes adversaires sur la demi et sur la finale. Entre les deux, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te prépares? Est-ce que tu n'es pas assailli par la pression? Ou justement, est-ce que tu glisses sur cette espèce d'état de flow? C'est une question à la Nelson Montfort. Merci d'avance. Mais en français. Mais en français. Voilà. Merci Nelson pour cette question. Non, c'est un vrai sujet, c'est sûr. Et déjà, j'avais remporté les... je peux vous expliquer d'une manière rationnelle comment je m'y suis pris, mais il y a aussi un côté irrationnel, je pense, qui m'a apporté, qui m'a transcendé. Parce que c'était ton jour. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Merci Nicolas. Là-bas, ouais, autre question, on va essayer, il nous reste 7-8 minutes. Voilà, les micros se baladent. Bonjour à vous. Levez-vous, présentez-vous.
Bonjour, on est jeunes reporters UNSS et Kylian, vous avez dit que vous étiez beaucoup entouré de votre famille après la compétition. Du coup, vous voulez savoir, donc Alex également, quel est l'impact de votre famille dans votre quotidien et votre réussite dans la compétition, et également pour Manon, l'influence de votre mari. Du coup, déjà, la... pouvoir justement fêter ça. Et puis de l'autre côté, il y avait eu après le 100 papes, du coup je fais 4e à 2 centièmes de la 2e place, où du coup je sors, j'avoue j'ai beaucoup pleuré, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je suis sorti, je suis allé voir mes parents et je pense qu'Alex pourra témoigner que j'étais vraiment déprimé. Mais bon, après je pense que c'est normal quand on veut aller chercher des aussi bonnes perfs. Voilà, quand c'est de la contre-perf en 4e place des Jeux, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'était important pour moi d'avoir mes proches qui me soutenaient, parce que c'est aussi comme ça qu'on relativise. C'est eux qui ont les bons mots, qui nous font comprendre, voilà, qu'ils sont fiers de nous, et c'est aussi un aspect que j'avais préparé mentalement, de me dire que malgré tous mes résultats, je sais que mes proches et ma famille seront derrière moi et seront toujours fiers de ce que j'ai fait. Et donc, pas de pression à avoir sur ça, juste prendre du plaisir. Et après, sur la préparation, ils nous aident beaucoup. Ma mère m'emmène souvent à l'entraînement, etc. Du coup, ils nous aident beaucoup aussi sur ça. Manon ? Moi, oui, du coup, mon mari préparait aussi les Jeux. Et du coup, on passait vraiment notre vie ensemble, on vivait les mêmes émotions. Et on s'était dit, on va pas aux Jeux Olympiques en ayant 2 épreuves, mais 4. On a vraiment créé une équipe. On était en fait une équipe pour ces Jeux Olympiques. Mon mari a un peu mis toutes les casquettes avant les Jeux, le casquette du mari, du coach et même du préparateur mental, même si j'avais tout ça avec moi. Et lequel est le plus sympa des 3 ? Lequel est le plus sympa ? Alors le coach, il est pas cool. Hein. Le mari est sympa et le préparateur mental, il est mignon aussi quand même, j'avoue. Mais le coach, j'avoue qu'un mois avant les Jeux, il m'a mis une bonne tempête. Il m'a dit là, tu fais n'importe quoi, donc soit tu continues comme ça et tu pleuras pas si tu perds, soit on change et puis on verra. En même temps, t'as gagné. Voilà, donc il avait raison de me faire ça, quoi. Et non, et après il a été très mignon parce qu'avant les Jeux, on se rappelait un peu tous les deux que même si que ça marche ou que ça marche pas, en fait, ça changerait pas notre amour l'un pour l'autre. Et c'est débile, mais des fois, en fait, on vise tellement haut, on se dit si je perds pas qui je suis, et de se dire juste que les gens qui sont autour de toi, ils continuent de t'aimer non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es, c'est le plus important. Et j'avoue que quand on a gagné tous les deux nos médailles, on est partis en vacances un peu apaisés. Et après, on disait un peu au milieu de la nuit, Manon, t'es championne olympique, t'as gagné. Donc voilà, j'avoue que c'était assez sympa quand même. Oui, merci. Oui, monsieur, présentez-vous. Ouais, Gérard de l'Essonne, volontaire pendant les JO et très bien. Bravo. Merci. Tous les volontaires le disent. Ça reste un des plus grands souvenirs de leur vie. Hein. Absolument. Dès le premier jour, dès les premières rencontres à la Défense, on a eu cette présentation qui nous donnait un petit peu l'avant-goût de ces Jeux Olympiques. Il n'a pas de questions, mais il a... Non, c'est plutôt... c'est moi aussi qui l'a... C'est plutôt un constat. Un constat, en tant que volontaire, j'ai un cœur qui bat à 45 000 volontaires actuellement. Mais, merci. Est-ce qu'il y en a ici? Levez les mains, les volontaires. Voilà. Je représente, merci, là-bas il est en tenue, c'est super. Je représente ces 45 000, c'est une petite annonce que je vais faire, puisque actuellement on crée une association qui va venir vous supporter sur tous les stades, dans toutes les fédérations, pour pouvoir subvenir à ce que nous avons vécu pendant ces Jeux Olympiques. Cette association va prendre naissance le 18 janvier 2025. Elle sera là pour vous accompagner dans tous les stades, dans toutes les, dans toutes les circonstances qui amèneront le public à vous supporter et pour pouvoir, comme on dit, continuer à faire que cette flamme soit encore vivante. Merci. Bravo, monsieur. Bravo.
Alors, je pense qu'on a le temps de prendre une dernière question. Dernière question. Non, mais juste on parlait d'héritage, ça je me permets, ça c'est du concret. C'est l'héritage, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça l'héritage. Évidemment. Et ça vient des gens. Ouais, exactement. Oui. Bravo à vous. Allez, une dernière question. Qui a un micro? Allez, un micro ici en bas. Excusez-moi. Là-bas. Ouais. Ah, là-bas. Ça c'est bon, merci. Okay. Du coup, je m'appelle Victor, je suis étudiant en STAPS Management du Sport à l'ILEPS. Donc je suis bien avec mes camarades. Donc, déjà, encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer. Alors j'avais une question pour Manon. Donc vous parliez de préparation mentale. Donc justement, quelles étaient vos méthodes de préparation mentale au quotidien? Moi, vraiment, j'ai commencé la préparation mentale parce que je perfais toute l'année et quand j'arrivais sur les grands championnats, je ratais. C'est un coéquipier qui m'a dit « Mais est-ce que tu es un préparateur mental ?» Je lui ai dit non, il m'a fait rencontrer le sien. Et la première chose que mon préparateur mental m'a dit, c'est... je lui ai dit bah, je stresse et j'arrive pas à gérer, enfin je sais pas comment faire. Il m'a dit mais tu sais le stress c'est important. Quand tu prépares un examen, si t'es pas stressé, ça veut dire que en fait tu n'en as rien à faire de ton examen, ou ça veut dire que tu n'as pas travaillé. Donc si tu le rates, tu t'en fiches. Le stress il va t'aider à te surpasser, mais ça veut dire aussi que tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Donc en fait on va juste apprendre à le gérer. Ça veut dire que par exemple, le stress dans ta tête, il va venir te donner plein d'infos, il va te montrer que tu as peur, il va te dire je vais peut-être pas y arriver, tu vas avoir plein de pensées négatives. Et en fait, mon préparateur mental m'a aidé à juste travailler mon cerveau, à lui parler, pour l'empêcher de lui penser à des choses. Il m'avait dit, par exemple, dans des chambres d'appel, tu sais, avant de rentrer sur la piste, il y en a qui il y en a qui écoutent des chansons, mais il y en a qui se récitent aussi des recettes de cuisine pour empêcher ton cerveau en fait de penser à des choses négatives. Et aussi, je trouve que ce qui est très important dans la préparation mentale, c'est d'apprendre tes forces et tes faiblesses. Tes faiblesses, ça va pas être quelque chose finalement de négatif, mais si tu les connais, bah, tu vas pouvoir faire avec et en fait utiliser tes forces pour les contrer. Moi, je suis quelqu'un d'assez émotive et souvent dans le sport, on voit des gens, c'est des robots, ils ont pas d'émotion, ils ont rien, ils arrivent sur la piste, sur le terrain, ils ont juste envie de tuer des gens. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai peur. je pleure des fois avant des compétitions. Le matin des Jeux, j'ai pleuré parce que j'ai eu une bouffée de stress. Et en fait, j'ai juste appris que c'était peut-être une faiblesse, mais c'était peut-être aussi une force. J'ai des émotions et je leur dis venez et je vous prends, je fais avec et puis on avance. Et puis en fait, une fois que je leur dis une fois que j'ai pleuré, j'ai plus envie de pleurer et du coup cette émotion elle est partie, je peux avancer. Merci à vous pour vos questions. Une dernière ovation pour Manon Apiti-Brunet, pour Alex Portal, pour Kylian Portal, pour Jules Ripstein, pour Nicolas Gestin et pour Andy Thimo. Merci Madame et messieurs pour les émotions et merci d'avoir accordé du temps dans cet héritage pour qu'on continue à être avec vous, à vos côtés, vous le méritez bien. Merci Laurent. Et merci Nathalie. C'est un plaisir d'avoir passé cette matinée à tout à l'heure avec nous. On y va. Merci. Et dans un instant, la deuxième table ronde. Allez Christophe, allez mon Dieu, troisième Christophe Lemaître, 20 secondes et 12 centièmes. Manon qui devient championne olympique. Il était attendu, il a répondu présent, c'est dingue ce qu'il a fait. Il a été très fort. Ça y est, Jules Ripstein qui va offrir à l'équipe de France de paratriathlon son premier titre. Oh oui, ça passe. Allez Yo! Oui! La deuxième place pour Yoann Claret! Mais le médaillé d'argent, celui qui remporte sa troisième médaille. Et là, regarde Kylian, regarde la remontée! C'est trop bizarre, j'ai jamais vu des émotions comme ça. Bienvenue aux Jeux Olympiques de Paris 2024.